Mes chers amis, chose promise, chose due. C'est un honneur et un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce travail de mémoire que nous nous sommes fixés le devoir de réaliser. Il y a peu, nous avons consacré 2 capsules à un hommage appuyé aux Afro-Américains dont le combat pour la liberté et la dignité s'est étalé sur 4 siècles et qui se poursuit d'ailleurs au moment où nous parlons. Le lien de ces capsules apparaît d'ailleurs ici. Vous pouvez toujours le consulter sur notre chaîne YouTube. Nous avions alors constaté que dans le long combat pour la dignité de l'Afro-Américain, chaque génération a ses défis, cherche ses âmes, remporte ses victoires, mais le combat continue. Une interpellation pour notre génération, afin que chacun découvre sa mission, la remplisse ou la trahisse. Nous avions conclu en soulignant que ce combat est le même, autant pour les Afro-Américains du Texas, de New York, du Mississippi ou de Washington, que pour leurs frères de Kinshasa, de Lagos, d'Accra ou de Bamako. C'est le combat de la dignité. Notre peuple n'a pas eu de répit depuis l'Antiquité. Victime de ces richesses, notre continent est convoité, déstabilisé, marginalisé. Ses enfants sont traités sans façon, parfois tués comme des chiens. Puis leurs bourreaux écrivent une histoire complètement fausse pour dissimuler leurs crimes. Malheureusement, c'est cette histoire qui est enseignée à nos enfants. Aujourd'hui, nous restons dans la même logique de la boutade de Frantz Fanon qui nous a guidés dans cette quête de notre passé et de nos combats. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous appliquons cette injonction aux générations d'Africains depuis l'Antiquité. C'est une œuvre assez modeste, une brève évocation de la très riche histoire de notre continent. Nous ne pouvons pas prétendre étudier l'histoire de l'Afrique en 75 minutes. Pensez à la série d'ouvrages Histoire générale de l'Afrique, publiée par l'UNESCO, qui a voulu relever 2 défis à cette entreprise titanesque. Reconstruire une histoire de l'Afrique, libérer des préjugés raciaux et favoriser une perspective africaine. L'UNESCO a fait appel aux plus grands spécialistes africains et internationaux des décennies 60 à 90. L'élaboration des 8 volumes a ainsi mobilisé plus de 230 historiens et autres spécialistes pendant plus de 35 ans. Pensez à d'immenses sommités grises telles que Joseph Kizerbo, Djibril Tamsir Niang, Elikia Bokolo, Emmanuel Wallerstein, j'en passe. Un travail méticuleux mais peu connu, peu divulgué, que nous devons lire, tout comme nous devons lire Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Kalala ou Mutunde. Ces Africains et bien d'autres ont tourné le dos au sentier battu de l'historiographie officielle pour découvrir la vérité dissimulée. Cette série de 5 capsules que nous inaugurons aujourd'hui est un aperçu de la beauté de l'histoire dissimulée que nous devons découvrir, aimer et avoir comme repère. Nous devons y revenir sans cesse. Rappelez-vous ce que dit Alain Foka, un ardent défenseur de la mémoire africaine et de la perspective africaine. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre combat ne consiste pas seulement à raviver la mémoire de notre peuple. Nous devons aussi renverser les stéréotypes raciaux, générateurs de mépris et d'incompréhension, si profondément ancrés dans les disciplines des sciences sociales. Le but du jeu, c'est de continuer ce travail et faire en sorte que les jeunes qui veulent connaître leur histoire, qu'ils ne soient pas privés de l'opportunité de savoir qui ils sont, quel est l'héritage de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont inventé, qu'est-ce qu'ils ont fait, déjà sur des territoires précis, mais aussi à l'échelle continentale, voire à l'échelle panafricaine. Dans la droite ligne de l'UNESCO, nous souhaitons vivement que les historiens s'efforcent d'aborder l'étude de l'Afrique avec plus de rigueur, d'objectivité et d'ouverture d'esprit. Que les Africains sortent du piège du complexe d'infériorité, érigé depuis des siècles contre leur passé, leur identité, et partant leur fierté et leur estime de soi. Mes chers amis, sans plus tarder, commençons parce que nous avons considéré comme la première génération l'Afrique de l'Antiquité, l'Afrique unie, glorieuse, authentique. Cette Afrique-là, elle a vraiment existé. Pendant plus de 5000 ans, tout au long de l'Antiquité, notre continent était connu dans le monde entier comme un endroit exceptionnel. Ce moment de notre histoire nous a été dissimulé pendant des millénaires, au point où, chaque fois que nous parlons de l'Afrique glorieuse,
nous pensons spontanément au royaume du Moyen-Âge, le Soudan, le Ghana, le Mali, le Congo, le Monomotapa. Certes, l'Afrique du Moyen-Âge que nous verrons dans la deuxième capsule de cette série était rayonnante, mais elle n'était déjà plus que l'ombre d'elle-même. La vraie gloire de l'Afrique, c'est celle de ce continent qui n'avait pas encore connu la souillure des conquérants venus d'ailleurs. Une Afrique qui vit selon ses propres lois, qui observe sa propre vision du monde. Nous avons appris de l'historiographie officielle que l'histoire de l'Afrique commence avec l'arrivée des explorateurs et des marchands berbères et que toutes les constructions architecturales trouvées sur place par les Portugais sont dues aux Grecs, aux Persans, aux Almoravides qui sont arrivés sur le continent bien avant eux. Vous avez appris que les Portugais, les Anglais, les Hollandais, les Allemands, les Français nous ont apporté la civilisation. Tout cela n'est que mensonge, dissimulation et falsification. Comme vous le savez, aucune tricherie, aucun révisionnisme, aucun négationnisme, fût-il scientifique, ne sont parfaites ou éternelles. L'Antiquité africaine recèle des traces de notre grandeur, de notre gloire et de notre supériorité sur le reste du monde. Certaines traces de cette période ont été effacées, certes, mais d'autres ont été simplement dissimulées. Il nous appartient de les retrouver, de prendre connaissance de ce que furent nos premiers ancêtres. Alors, si vous voulez découvrir cette génération, vous devez vous armer de patience, car la plupart des ressources ne sont pas disponibles au premier clic. Elles sont disponibles, mais pas mises en exergue dans les discours officiels. Elles ne sont pas mises en exergue dans les contenus des médias mainstream ou la recherche universitaire. Les journalistes, les chercheurs, les enseignants évitent soigneusement de mentionner les écrits qui rapportent la vérité historique, qui valorisent l'Afrique. Des écrits rédigés par des Européens honnêtes qui ont visité l'Afrique dans l'Antiquité et qui, dans une démarche de science objective et non de science manipulatrice, ont témoigné. Nous devons par tous les moyens rassembler et mettre en exergue ces travaux scientifiques qui attestent de la grandeur de l'Afrique antique. Ces auteurs que la bien-pensance suprémaciste européenne n'a pas pu bâillonner disent la même chose sans se concerter, puisqu'ils appartiennent à des disciplines et à des époques différentes. Au sujet de l'Antiquité, ils sont quasiment en état d'extase, d'admiration. Ils reconnaissent que l'Afrique est le berceau de la civilisation humaine. Elle a été durant la préhistoire et l'Antiquité, soit sur plus de 3 millions d'années, le principal centre de l'apprentissage du savoir, de l'innovation de l'humanité. C'est ce que rappelle Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture. Après, Cheikh Anta, ça a été cette pensée très atypique. Pourquoi la pensée est atypique? Parce que, premièrement, il ne reprend pas les pontifes historiques coloniaux. Il démontre que le discours colonial sur l'histoire du monde noir est complètement falsifié. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il a une méthodologie d'accès en fait, à la réalité. Et il a cette notion que je reprends aujourd'hui, c'est-à-dire on fait de l'histoire, non pas pour admirer le passé de nos ancêtres, mais pour changer le cours de l'histoire. Et c'est ça les enjeux. Ce travail majeur de valorisation de l'histoire de l'Antiquité a été effectué par la chaîne YouTube Des Dieux à venir. Nous vous recommandons de vous abonner à cette chaîne pour découvrir les 13 vidéos produites sur ce qu'on appelle l'esclavage et que nous appellerons la guerre de 400 ans dans la capsule numéro 3 de cette série. En épluchant ces sources, nous pouvons établir une chose simple, à savoir que, en utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui, nous dirons sans risque de nous tromper que l'Afrique était la première puissance de l'Antiquité. Alors, quels sont les attributs de la puissance dans l'Antiquité? La richesse, la vertu, la justice, la communion avec les dieux, la bravoure sur le champ de guerre, des articles scientifiques publiés dans des revues de renom, aux ouvrages classiques reconnus comme le fondement de la pensée grecque. Tout indique que l'Afrique réunit ses attributs. Terre de richesse, le continent est un sanctuaire qui ne connaît pas la corruption des mœurs. Les écrits mentionnent que les Africains sont le peuple le plus vertueux de la terre pendant l'Antiquité. La puissance africaine s'exprime dans la majesté et dans son autosuffisance. Les auteurs estiment que les Africains n'avaient pas besoin d'aller ailleurs car ils avaient tout sur place et étaient plutôt enviés par les autres peuples. Pensez à Francis Moore, explorateur anglais, auteur de l'ouvrage Travels in Africa, paru en 1738. Il écrit que les Grecs et les Romains pensaient que l'Afrique était l'âge d'or de l'humanité, l'époque où l'humanité était la plus heureuse, la plus pure. Parlant des Africains, il dit: ils n'ont jamais fait la guerre,
ni voyagé dans les autres pays, mais ils se sont contentés de passer toute leur vie dans leur pays natal et n'ont jamais mis les pieds en dehors. Pensez à Jean-Jacques Rousseau avec son discours sur les arts et les sciences publié en 1750. Je cite: « Si j'étais chef de quelqu'un des peuples de la négricie, je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence où je ferais pendre sans rémission le premier Européen qui oserait y pénétrer et le premier citoyen qui tenterait d'en sortir. » Jean-Jacques Rousseau a fait ces déclarations. Si j'étais chef de quelqu'un des peuples de la négricie, il parle ici de l'Afrique noire, je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence où je ferais pendre sans rémission le premier Européen qui oserait y pénétrer et le premier citoyen qui tenterait d'en sortir. On me demandera peut-être quel mal peut faire à l'État un citoyen qui en sort pour n'y plus rentrer. Il fait du mal aux autres par le mauvais exemple qu'il donne. Il en fait à lui-même par les vices qu'il va chercher. De toutes les manières, c'est à la loi de le prévenir et il vaut mieux qu'il soit pendu que méchant. On me demandera peut-être quel mal peut faire à l'État un citoyen qui en sort pour n'y plus rentrer. Il fait du mal aux autres par le mauvais exemple qu'il donne. Il en fait à lui-même par les vices qu'il va chercher. De toute manière, c'est à la loi de le prévenir et il vaut encore mieux qu'il soit pendu que méchant. Vous comprenez ce que dit Jean-Jacques Rousseau, un Européen, que l'Afrique était un paradis à protéger des assauts, des êtres vicieux et cupides qui seraient venus contaminer le peuple africain avec la corruption, la convoitise, la violence. Pensez à Pline l'Ancien qui écrit: « Les Africains sont des êtres extraordinaires, sublimes, vertueux. Ils constituent le peuple de Dieu. » L'Afrique attire des étrangers qui viennent y mener une expérience unique qu'ils ne pouvaient mener nulle part ailleurs. C'est ce que démontre l'abbé Grégoire, évêque constitutionnel et homme politique français, l'une des principales figures de la Révolution française. Dans son ouvrage « De la littérature des nègres », paru en 1808, il constate que les Africains sont plus vertueux que les autres, je cite. Dans le mythe, l'Afrique apparaît comme un endroit mystérieux et éloigné. Son peuple peut être marqué comme différent par son apparence et de sa relation avec les dieux. Fin de citation. L'Afrique ne produit pas seulement ceux qui se distinguent du reste de la race humaine, mais elle peut aussi cacher ceux qui débarquent sur ses rives, soit en les protégeant, soit en entravant leur voyage. De cette façon, l'Afrique se distingue du reste du monde. Ceux qui s'y rendent peuvent vivre une expérience de vie suspendue, comme s'ils étaient retirés de l'action en cours ailleurs. Vous connaissez Pomponius Mela, le plus ancien géographe romain connu. Il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Vous connaissez Hérodote, le premier historien grec qui vécut au 5e siècle, considéré comme le père de l'histoire de par ses méthodes et sa démarche. Il était le premier à aller au-delà de l'historiographie. Il descendait sur le terrain, observait et décrivait. Tous deux confirment que l'Éthiopie est un paradis terrestre. Il produit de l'or en abondance. Les hommes grands et beaux vivent en santé et vivent longtemps. La puissance africaine se voit aussi à travers le rapport aux dieux. L'Afrique est le berceau de l'humanité et donc aussi de la divinité. Hérodote nous dit que les Grecs sont les neveux des Éthiopiens. Alors, quand nous parlons de l'Éthiopie dans l'Antiquité, ce n'est pas le pays actuel, c'est la région très vaste dont les délimitations ont été évolutives tout au long de l'Antiquité au Moyen-Âge. Moi, j'ai écrit un livre sur les législateurs de l'Antiquité et je me suis posé une question. Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique? Parce que quand vous regardez les Lycurgues, les Platons, tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique? Même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran vient en Afrique d'abord. Pourquoi ça? Parce que l'Afrique, c'est le dépôt à munitions de la connaissance. Voyez-vous? Et surtout, ce que les ancêtres ont fait dans la vallée du Nil. Et pour faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Dans l'Antiquité, la religion et la mythologie jouent une place considérable dans la vie des hommes. Et que disent les auteurs grecs de la relation entre l'Afrique et les dieux? Vous serez surpris. Ils disent que les dieux grecs se rendent en Afrique une fois par an.
pour une période de 12 jours pour festoyer avec les Africains. Pensez à Diodore de Sicile, qui souligne que l'Afrique est la résidence secondaire des dieux grecs, un paradis sur terre. Pensez à Lactantius Placidus, un historien romain du 5e siècle, qui écrivait « Les Éthiopiens sont aimés par les dieux à cause de leur justice ». Ou encore « Les Éthiopiens sont les hommes les plus justes et les dieux quittent leur demeure pour leur rendre visite ». Pensez à Homère, dans l'Iliade, il parle des vacances du dieu Zeus en Éthiopie, à l'invitation des Éthiopiens, des personnes qu'il décrit comme étant, je cite, irréprochables, incomparables, différents des peuples barbares, impies, sanguinaires, corrompus. Zeus, le roi des dieux, n'est pas le seul dieu à s'y rendre. Il y a aussi Poséidon, Saturne, Diane, Andromède et j'en passe. Regardez cet article de l'université de Cambridge, publié le 5 janvier 2019. Éthiopiens irréprochables et autres. On y lit que les dieux leur rendent visite et sont signalés parmi eux quand ils s'absentent de l'Olympe. Pourquoi les dieux désertent-ils l'Olympe pour se rendre en Éthiopie? Parce que le pays est vertueux, pratique la justice, vit à l'abri du vice. Oui, mais ce n'est pas la seule raison, il y a mieux. Les dieux grecs sont d'origine éthiopienne. Les dieux adorés dans l'Antiquité sont non seulement des origines africaines, mais sont des Africains. Et ce ne sont pas les Africains qui le disent, ce sont les Grecs eux-mêmes qui le disent. Des Grecs tels qu'Échille, l'inventeur de la tragédie grecque, auteur de 90 pièces de théâtre. Il dit que Zeus est un Africain. Et Gottfried Higgins, archéologue britannique, dans son livre Anacalypsis, il a reconstitué les textes de l'époque classique et conclut que les dieux et les déesses grecques, hindous et bien sûr égyptiens, étaient tous d'origine éthiopienne. Hercule, Isis, Vénus, Hécate, Diane, Jupiter, on l'appelait le noir, entre guillemets, Bouddha, le sphinx, Osiris, le dieu des dieux, est appelé le grand noir. La représentation de ces divinités a évolué. Au départ, noirs, entre guillemets, ils ont progressivement été blanchis, entre guillemets. Sur la page Wikipédia consacrée à Andromède, c'est bien inscrit qu'elle est d'origine éthiopienne. Mais en même temps, c'est la peinture d'une femme de teint caucasien qui est utilisée en guise de représentation. Nous l'avons compris. Dans l'Antiquité, quand les dieux vont en Afrique pour passer du temps avec les Africains, en fait, ils retournent chez eux. La puissance africaine de l'Antiquité ne se mesure pas seulement à l'admiration remarquable chez les autres peuples pour notre continent. Elle va plus loin. Les autres peuples adoptent nos normes. Et dans l'Antiquité, les normes sont métaphysiques. La religion Isis est la déesse de l'Égypte ancienne. Elle est adorée en Europe, en Grèce, dans le monde entier. Les temples à la gloire d'Isis sont construits ça et là. Soit dit en passant, la ville de Paris est fondée en l'honneur de la déesse Isis. Cela ne pose problème à personne parce que le racisme n'existe pas. Africain ne signifie pas sous-homme. Blanc ne signifie pas supérieur. Noir ne signifie pas inférieur. La puissance africaine se distingue par sa bienveillance, car malgré leur supériorité, les Africains ne soumettent pas les autres peuples à la servitude. Ils sont nobles et tolérants. Cependant, ils sont victimes de convoitises du fait des innombrables richesses disponibles chez eux. La puissance militaire de l'Afrique tout au long du millénaire est établie. C'est une puissance défensive et non offensive. Le sanctuaire africain est resté inviolable pendant des millénaires. Les Africains ont résisté à l'invasion de barbares étrangers qui voulaient y pénétrer et installer le vice. Pensez à tous ces redoutables conquérants que c'est Diodore de Sicile, Cambyse, Sémiramis, Hercule, le demi-dieu grec invincible, Anon, les Carthaginois, Bacchus. Tous ont été impressionnés par la piété des habitants et l'aspect valeureux des combattants africains. Mais la convoitise est si forte et si persévérante. L'Égypte pharaonique ne pourra malheureusement pas résister continuellement. Les attaques se sont multipliées durant les 2 derniers millénaires avant Jésus-Christ. L'Égypte sera occupée pendant près de 1000 ans par les Assyriens, les Perses, les Grecs et les Macédoniens. Ces assauts finiront par faire s'effondrer l'Égypte, qui perdra définitivement son autonomie en 343 avant Jésus-Christ, avec la fuite du dernier pharaon en Nubie et l'exil de nombreux Africains dans les autres régions du continent. Parvenus au terme de cette première capsule sur l'évocation des combats de nos ancêtres, nous faisons un petit résumé. Les écrits concordants de toutes
toutes les disciplines des sciences sociales sont formelles. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les auteurs de toutes les générations, de l'Antiquité au XXe siècle, sont formels, y compris certains suprémacistes européens, des racistes tels que Richard Burton. Tous ont mentionné que l'Afrique est à l'origine de toutes les civilisations. Au moment où l'Afrique était elle-même une Afrique véritable, une Afrique authentique, qui vivait sa réalité, suivait ses propres règles, n'était pas encore corrompue par les étrangers, venus accaparer la richesse. Souillée, elle était un paradis sur terre, admirée par le monde entier, visitée par les dieux grecs qui eux-mêmes étaient d'origine africaine. Que s'est-il passé par la suite? Après avoir résisté à plusieurs attaques de conquérants vicieux et corrompus, à plusieurs velléités d'invasion pendant plus de 4000 ans, l'Afrique finira par céder. Des conquérants infatigables multiplient des assauts et finissent par infliger la défaite militaire fatale à l'Égypte, provoquant la chute de la première puissance mondiale. C'est le début d'une nouvelle étape de l'histoire de notre continent. Dans la deuxième capsule de notre série, nous verrons dans le détail ce qui change. Comment les descendants des Égyptiens tentent de reconstituer ailleurs la puissance africaine durant le Moyen-Âge. Nous verrons comment de nouveaux conquérants feront échec à cet effort qui n'a pas duré plus de 2000 ans. D'ici là, méditez l'injonction de Frantz Fanon qui nous sert de guide. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'était Maurice Simodium du think tank Impuissance et Tension.